Je vais me présenter d'abord parce que c'est quand même plus poli vu qu'on va échanger ensemble. Nathalie Croiset, je suis journaliste, on va dire spécialiste nouvelle économie. Désormais indépendante, je passe un petit message. Je pense que c'est important que les médias, les journalistes parlent de ces sujets-là. Les journalistes ne sont pas toujours assez formés à vos sujets. Voilà, moi je suis tombée dedans par hasard, je vous le dis franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai découvert beaucoup de choses et je pense que ce sont des sujets d'avenir et malheureusement, si on n'en parle pas dans les médias, ça n'avancera pas non plus. Donc j'ai toujours l'ambition de continuer à en parler, à développer, à traiter ce sujet. Donc s'il y en a qui sont intéressés, qui ont envie de me soutenir dans la démarche, il n'y a pas de souci, je suis là et j'y travaille en tout cas activement. Et je pense que c'est important de parler de ça et alors encore plus important de parler ce dont on va parler dans un instant, évidemment la finance, parce que les choses bougeront aussi si ça bouge dans ce domaine de la finance. Donc c'est important d'en parler avec cette question vaste, on va dire, comment financer l'économie positive. Je vais présenter les intervenants qui sont là d'abord rapidement, puis après ils vont se présenter les uns les autres. Je prends dans cet ordre-là. Mathieu Juleret, bonjour. Vous êtes donc associé directeur marketing et développement de Microdon. Vous allez nous en parler de cette société créée en 2009. Et finalement, c'est une sorte de générosité connectée, partagée. Enfin voilà, vous allez nous dire comment finalement on peut s'engager, nous citoyens aussi, par un geste très très simple. Stéphanie Savel, bonjour, présidente de WeSeed. Alors j'ai du mal parce qu'il y en a parmi vous que je tutoie, alors j'ai envie de les tutoyer naturellement. Alors on va le faire aussi, on va se tutoyer parce qu'on se connaît bien. Ouais, voilà, ok Mathieu, voilà, William il va devoir le tutoyer aussi, ça va être bien. Donc WeSeed, leader de l'equity crowdfunding. Évidemment, on va parler de ce financement participatif qui gagne du terrain en France et vous allez nous en parler évidemment. Fanny Picard, bonjour, fondatrice d'Alter Equity, là aussi que je vais tutoyer avec grand plaisir. Là évidemment on est dans l'impact investment ou impact financement, enfin finance, voilà, on va parler de tout ça, comment on peut aussi accompagner toutes ces entreprises qui ont un impact positif et qui en plus sont rentables, parce que ça il faut le dire et ça c'est important à signaler. Et puis William Vidal, bonjour, président du conseil d'administration d'EcoCert. Alors vous n'allez pas nous parler d'EcoCert, mais en fait de votre nouvelle vision de l'économie, parce que vous avez regardé ça aussi avec du recul et apporté votre regard sur ce qu'on peut faire en termes d'économie. Et puis on aura des pitchers devant nous qui vont intervenir tout à l'heure, hein, Christophe Fogère de Cage Business School, Mathieu Dupuis pour Butterfly King, et puis Gérard Poujade de Copec, qui connaît bien William Vidal. Donc ils vont intervenir pour relancer le débat et les échanges. L'idée c'est que vous soyez vraiment dans les échanges et qu'on puisse aussi poser des questions et parler de cette thématique. Donc je disais un vaste sujet. Déjà il faut savoir comment on définit l'économie positive. Alors si on cherche bien, on pourrait résumer en se disant que c'est une économie qui répond aux défis environnementaux, sociétaux et sociaux. Alors, on va voir avec vous aussi comment vous la voyez, cette économie positive. Il faut évidemment la financer. On voit de plus en plus de financements, j'allais dire entre guillemets, alternatifs qui voient le jour. Qu'est-ce qu'ils proposent? Quelle est la bonne voie? Quel rôle aussi doivent jouer les entreprises, les citoyens dans cette finance? J'allais dire, on va se poser plus globalement la question de savoir comment on peut faire bouger beaucoup plus globalement la finance. Et je pense que les exemples que vous montrez peuvent largement faire bouger les lignes. Alors chacun va se représenter peut-être un peu en détail dans ce qu'il fait. Stéphanie Savel, commencez par toi, présidente de WeSeed. Voilà, après avoir été au réseau Business Angel dédié au développement durable en Ile-de-France, des DIDF, hein. Tu as rejoint WeSeed, qui est quand même donc, leader de l'equity crowdfunding avec quoi, plus de 140 projets. Enfin, tu vas me donner des chiffres comme ça en détail sur ce que fait WeSeed. Merci Nathalie. J'ai donc effectivement rejoint WeSeed il y a 2 ans et demi. WeSeed est une plateforme de finance participative en capital. Donc elle permet à des particuliers d'investir en fonds propres dans différents types de projets. C'est la première qui a été créée en France et dans le monde même. En 2008, ça n'existait pas du tout, il y avait du don qui était assez développé, mais l'investissement en capital n'existait pas du tout. Elle a été fondée par 2 types un petit peu fous à Toulouse qui ont accompagné des startups au sein de l'incubateur Midi-Pyrénées pendant 7 et 8 ans. Aujourd'hui, WeSeed, c'est une communauté d'investisseurs et d'acteurs et de membres de 76 000 personnes, essentiellement des particuliers à 90%, des particuliers qui veulent reprendre en main leurs investissements, leur épargne et flécher
leur argent sur des projets qui ont du sens pour eux et qui sont créateurs d'impact. Alors, je ne sais pas si c'est de l'économie positive, mais en tout cas qui ont un impact en matière de création d'emplois, d'économie, d'impact sociétaux ou environnementaux. Ces particuliers ont financé depuis la création du site, depuis la mise en ligne de la plateforme, 150 projets pour un montant cumulé de 65 millions d'euros. J'insiste toujours sur ces chiffres parce que de la part d'acteurs un peu plus traditionnels, ou dans la finance un peu plus traditionnelle, on n'a pas conscience de ces éléments-là. Alors c'est encore pas très élevé, mais c'est en croissance extraordinaire puisque depuis 3 ans, en fait, les particuliers qui nous rejoignent, les investisseurs qui nous rejoignent, les montants cumulés, les nombres de projets financés sont en pleine explosion, et notamment depuis qu'une nouvelle réglementation a vraiment régulé l'industrie du crowdfunding. Chez WeSeed, le cœur de métier historique, c'est le financement de start-up, jeunes entreprises innovantes, qui ne sont pas rentables, qui sont au début de leur vie, les moments les plus difficiles à financer, et malheureusement ces moments durent de plus en plus longtemps aujourd'hui. Parce que non seulement il faut faire du chiffre d'affaires, mais on a quand même du mal, et surtout dans des métiers ou dans des secteurs à impact, à attirer des investisseurs. Donc start-up avec 2 secteurs privilégiés par les investisseurs, c'est eux qui choisissent leurs investissements. Le premier secteur, c'est celui des clean tech ou de la transition énergétique au sens large, et puis le deuxième secteur, c'est celui de la santé et des biotech. Donc on retrouve, je crois, manifestement avec ces 2 secteurs, cette volonté d'impact que ont les particuliers. Et puis ensuite, on finance aussi de l'industrie numérique, mais à condition qu'elle ait du sens. Enfin, c'est pas nous qui la finançons d'ailleurs, c'est les particuliers. Et puis de l'industrie des services plus traditionnels. Donc, jeunes entreprises innovantes. Le deuxième secteur qui est financé depuis quelques années, c'est le secteur de la promotion immobilière sur des projets de bâtiments neufs. Donc là aussi, avec la recherche plutôt de bâtiments, si c'est à économie positive, au moins pas trop négatif sur l'environnement. Et c'est une activité en pleine croissance où là, les particuliers ont la possibilité de financer sur des durées plus courtes que sur les startups des projets de promotion immobilière qui sont très créateurs d'emplois, avec un retour sur investissement qui est de 12 à 18 mois et un rendement qui est moins élevé que ceux qu'on peut attendre sur les startups, mais qui est quand même intéressant. Donc là encore, une action assez forte en matière d'impact économique. Et puis 3 autres secteurs, le secteur des coopératives et de l'économie sociale et solidaire, qui est une branche qu'on a ouverte depuis début 2016, et qui, là aussi, combine bien la volonté d'avoir un impact et un investissement un peu plus sécurisé, je vais dire, parce qu'on est sur des entreprises plus mûres que sur les startups. Et puis, on a ouvert récemment, en octobre et en novembre, 2 nouvelles filières, le financement de projets d'énergie renouvelable, donc de production, centrales photovoltaïques et enfin tout type d'énergie renouvelable, et puis le financement de projets d'agroforesterie, donc à la fois de la reforestation et du développement de filières économiques de produits issus de la forêt. On a un projet en financement actuellement sur la plateforme. Ce qui est important, je m'arrête peut-être. C'est déjà pas mal, non mais c'est très bien parce que ça donne une idée c'est un vaste champ et tout le champ des possibles dont on va pouvoir parler. J'ai juste oublié dans un élan, je vous présentais tous, de dire que Nicolas Hazard malheureusement s'excuse, un président du comptoir de l'innovation, il aurait été ravi d'être avec nous, mais en fait il est bloqué à San Francisco, son avion a été annulé, je ne sais pas, Donald a décidé de le garder, comme quoi on peut garder des Français aussi aux États-Unis. En tout cas, il s'excuse, il aurait été ravi d'être là, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Alors Fanny Picard, je vais te passer la parole pour continuer à parler d'Alter Equity. Alors on sent bien, parce que Stéphanie le disait, un start-up qui n'est pas rentable, avec Alter Equity, on est sur un autre niveau, on va dire, on est à l'étape d'après. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu fais, nous présenter aussi Alter Equity? Oui, bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreux nous écouter ce matin et d'être d'animer ce débat. Après un parcours professionnel dans le métier des fusions-acquisitions et de l'investissement, j'ai ressenti le besoin de continuer de faire ce qui est devenu mon métier d'investisseur, mais d'une manière qui soutienne non seulement l'intérêt de nos souscripteurs, l'intérêt financier, mais également l'intérêt général dans sa double dimension environnementale et sociale. Et comme ça n'existait pas, un fonds d'investissement dans le private equity soutenant l'ensemble de ces paramètres, eh bien je l'ai créé. Alors j'ai eu du mal à le créer, mais finalement nous avons réalisé, Stéphanie le sait parce qu'elle a suivi
toute cette période, nous avons fini de lever le fonds en juillet 2015. Nous avons levé un peu plus de 40 millions d'euros sur une philosophie d'investissement qui consiste à investir dans des entreprises qui, par leur activité, sont utiles aux personnes ou à l'environnement. En deuxième lieu, en demandant aux entreprises dans lesquelles nous investissons de progresser également dans leur pratique de gestion vers plus de responsabilité sociale et environnementale, pour rechercher en complément de l'activité un impact global positif de l'entreprise sur la société, sur les personnes, sur l'environnement, et le tout en recherchant effectivement un rendement de marché, un rendement rémunérant le risque pris par nos souscripteurs. Et sur d'autant plus d'ailleurs que pendant notre levée, les investisseurs nous disaient mais enfin, vous cherchez à être responsable, c'est formidable, mais si vous êtes responsable, vous serez nécessairement moins rentable que les autres fonds. Et nous, dans cette classe d'actifs, le private equity, nous recherchons du rendement financier. Et donc, bravo, et nous n'allons malheureusement pas pouvoir investir chez vous. Et j'ai pris la mesure de ce que je savais déjà, mais dont j'ai mesuré à un point encore plus important, qui est à l'époque, en tout cas, et je pense encore largement, dans l'univers financier, sur les marchés financiers, cette idée que responsabilité d'une part et rendement financier d'autre part sont antinomiques et donc parfaitement non compatibles. Aujourd'hui, c'est vraiment un de nos principaux enjeux, c'est de contribuer à notre mesure à démontrer qu'on peut être à la fois rentable et responsable. Nous avons aujourd'hui investi dans 7 entreprises. Je ne sais pas si vous souhaitez que je les présente. Bon, quelques noms. Quelques-unes. On a investi dans une entreprise qui est le leader français de recyclage et reconditionnement d'iPhone. Nous avons investi dans une entreprise qui distribue des panneaux photovoltaïques et plus largement des équipements d'énergie renouvelable qui sont vendus à des installateurs qui eux-mêmes les vendent à des particuliers. Ça fait une croissance de 100% cette année de chiffre d'affaires. Le reconditionnement de téléphone portable a fait 350% de croissance l'année dernière, une très forte croissance. On a investi dans une entreprise d'efficacité énergétique des bâtiments avec Aster, qui est un fonds qui est financé notamment par le groupe Schneider, qui permet de diminuer de l'ordre de 20% les consommations d'énergie des bâtiments. Nous avons investi dans une entreprise qui s'appelle Nino, qui fait quelque chose qui peut sembler complètement anecdotique, qui ne l'est pas du tout. Il fabrique des fauteuils pour les personnes handicapées qui sont sublimement beaux. Et en fait, ça change totalement le regard des gens sur les personnes handicapées, et du coup, le regard des personnes handicapées sur elles-mêmes, et du coup, ça leur permet beaucoup plus facilement de sortir, en plus d'un certain nombre de fonctionnalités dans lesquelles je ne vais pas entrer, mais qui sont très secondaires en fait, par comparaison avec cet élément. On a investi dans une entreprise de maquillage bio, éco-conçu et vendu pas cher pour permettre à toutes les dames d'accéder au bio. Qui vient d'être référencé chez Monoprix, donc qui est également en très forte croissance, et je vous invite toutes mesdames à dévaliser Monoprix pour acheter les produits de Boho. Oui, tu n'avais pas cité là, c'est Boho Green. Boho Green. Que Nathalie, merci beaucoup. On en trouve en pharmacie, on en trouve maintenant chez Monoprix, il faut pas hésiter. Et chez Biocoop et dans un certain nombre de magasins bio. Voilà, et d'autres entreprises. Donc on a 7 participations aujourd'hui et qui ont, heureusement, qui sont toutes en bonne situation, qui ont des croissances élevées, entre 20% et 400%. Et donc on est en bon chemin pour contribuer à démontrer qu'on peut être à la fois rentable et responsable, même si nous sommes tout petits, puisque 40 millions d'euros dans la gestion d'actifs, c'est microscopique, mais enfin on espère vraiment arriver à contribuer à notre mesure à démontrer cela. Alors on va continuer à échanger là-dessus dans un instant. Je ne vous oublie pas, William Vidal, mais je vais d'abord passer la parole à Mathieu Jubret, qui est de Microdon. Donc je pense que certains ont sûrement vu et suivi cette histoire d'arrondi solidaire. Donc Microdon, créé en 2009, vous faites appel, comme je le disais, à la générosité embarquée, qui peut se faire de toute façon tout naturellement. Exactement, c'est ça. Microdon existe depuis maintenant 7 ans, effectivement. Depuis des petits jeunes, comme on était coutume d'être depuis quelques années. Et on développe en France ces outils qu'on a effectivement qu'on appelait générosité embarquée pendant longtemps et qu'on continue de faire. Aujourd'hui, il y a un terme qui émerge et qu'on aime bien aussi, qui est le mécénat participatif. Et la logique, c'est d'aller proposer aux entreprises des solutions qui leur permettent d'être mécènes, donc de financer des organismes d'intérêt général, l'économie positive, non pas de manière verticale et unilatérale comme elles ont pu le faire il y a quelques années avec un dirigeant qui choisissait
les causes qui étaient chères à l'entreprise et puis qui choisissaient de les financer, mais de manière horizontale en mobilisant leurs parties prenantes, que ce soit leurs salariés, leurs clients. Et c'est une évolution intéressante que l'on suit de près dans le mécénat. On le fait au travers de deux grandes solutions qui sont toutes les deux sous une marque chapeau dont vous avez peut-être entendu parler, qui est celle de l'arrondi, qui est le petit logo que je porte ici. L'arrondi de salaire qui permet aux salariés de un peu plus de 60 groupes en France et qui représentent plus de 200 sociétés, de donner les centimes de leur salaire, un petit peu plus même s'ils le souhaitent, chaque mois à une association d'intérêt général qu'ils ont choisie. Et puis l'arrondi en caisse qui permet, quand vous faites vos courses chez Nature et Découverte, Franprix, Sephora, Devray, Bonobo, d'arrondir le montant de votre ticket à l'euro supérieur pour donner, là encore, des centimes à une association d'intérêt général. Ces solutions-là, aujourd'hui, elles sont présentes chez, je le disais, un petit peu plus de 60 groupes, ça représente 220 sociétés en France. Elles ont permis de collecter 2 millions d'euros cette année, en 2016, au travers de presque 4 millions d'actes de dons. C'est assez intéressant, on est le seul organisme de collecte qui a plus de dons que d'euros collectés. Donc notre don moyen il est inférieur à 1 euro. Je disais 40 millions, c'est tout petit dans votre monde, on est encore plus petit que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer la trajectoire que suivent, je crois, ces organismes-là. En ce qui nous concerne, ça fait 2 ans que ces montants-là doublent, et qu'on voit bien que l'engouement à la fois des entreprises et des particuliers pour ce type de dispositif est de plus en plus grand. Et puis, pour finir, je dirais qu'on est concerné par le sujet d'aujourd'hui à 2 titres, parce que de par notre activité, comme je viens de vous l'expliquer, on est financeur d'une certaine économie positive, celle qui est portée par les associations en France. Et puis par ailleurs, en tant qu'entreprise sociale, agréée ESUS, pour ceux qui connaissent, entreprise solidaire d'utilité sociale, il a fallu qu'on se finance, nous aussi, auprès d'investisseurs solidaires exclusivement. Et donc c'est un exercice auquel on s'est prêté et un monde dans lequel on évolue nécessairement. Merci, on va continuer, je vous en pose. Évidemment, ça donne envie de poser des questions sur ce que vous faites. William Vidal, je vous passe la parole pour que vous puissiez vous présenter. Donc, je disais, un président du conseil d'administration d'Ecocer, qui est maintenant le leader mondial dans la certification biologique. Mais on ne va pas parler de ce sujet-là, on va parler d'autre chose, et justement de votre vision de l'économie, ce qui va nous permettre d'élargir aussi ce débat ce matin. Très bien. Bon, bonjour à tous et merci d'être là. Oui, alors je suis président, je dirais simple président d'Ecocer puisque j'ai confié la direction générale à quelqu'un de très compétent, qui s'appelle Philippe Tomaso, depuis 1 an, ce qui me permet de me consacrer un petit peu plus à mes idées sociétales, et donc d'essayer de progresser dans la matière. Alors moi j'ai un credo qui est que si on doit surmonter les murs qui se dressent devant nous aujourd'hui, les murs climatiques, écologiques, sociaux, économiques peut-être, on ne pourra pas le faire si on ne prend pas en compte ces externalités positives. Je ne m'occupe pas trop des externalités négatives, puisque je crois qu'il y a une certaine urgence et notre énergie est assez limitée, globalement. Mais on ne pourra pas aujourd'hui progresser si on ne donne pas un vrai prix aux biens et aux services. Et ce vrai prix, c'est toutes les actions que mènent les acteurs économiques, ce que j'appelle pour le bien commun, enfin Jean Tirole aussi appelle ça le bien commun. Et donc voilà, ça c'est mon credo. C'est notre credo. Pour ça, entre autres, on a créé un fonds de dotation qui s'appelle Éco-Dota, dotation écologique ou économique ou écolomique, pour faire la jonction entre l'écologie et l'économie, avec Maria Pelpier qui est la présidente de Génération Future, Gérard Poujade, directeur et créateur de la CICOPEC, on en parlait tout à l'heure puisque ce fonds de dotation accepte les monnaies complémentaires, notamment le COPEC, et pourra redistribuer des COPEC sur certains projets. Alors le COPEC, c'est 2OP. C'est oui, coopération, évidemment, pas le cas. Et donc ce fonds est un fonds, disons, polyvalent, indépendant, qui a vocation à recueillir de l'argent qui viendra de mécènes, de philanthropes, d'entreprises, de PME même, voilà, ou de particuliers, qui voudront, au travers de ce fonds, avoir des actions sociétales ciblées sur des projets que nous aurons sélectionnés. Alors ces projets répondront à un référentiel. Bon, je parle de référentiel parce que
dans le métier d'éco-cert, c'est des choses c'est le cœur de notre métier, hein, des référentiels, des contrôles, des certifications, des labels peut-être, et donc de cibler ces projets et l'évaluation globale. Et donc ce fonds rétrocédera de différentes façons l'argent qu'il aura collecté. Évidemment, c'est de l'argent qui est défiscalisé, ce qui permet d'avoir 2,5 fois plus d'actions que si on donnait l'argent comme ça directement. Et sous plusieurs formes. Évidemment, on fera des dons à des entités, des OSBL, sans but lucratif et d'intérêt général, mais on aidera aussi financièrement des acteurs. Quand je dis acteurs, ce n'est pas forcément les entreprises, mais enfin qui auront, disons, une entité juridique et des actions économiques qui par deux biais, soit le prêt, on peut prêter, hein, soit des apports en capital. Donc on voit bien que globalement, ce fonds de dotation, qui n'a qu'une vocation sociétale, qui n'est pas un fonds, je n'ai rien contre les fonds, hein, bien évidemment, ça sera, je pense, tout à fait complémentaire, pourra rétrocéder avec du sens et a pour vocation aussi à donner, à montrer l'intérêt que tous ces donateurs ont à apporter leur énergie financière. Voilà. Donc on a un slogan, ou deux slogans si je peux dire. Bon, le premier slogan, c'est que les tableaux de bord de la durabilité, c'est-à-dire ceux de l'eau, de la biodiversité, du carbone, du social bien évidemment, sont des tableaux de bord tout à fait complémentaires des tableaux de bord financiers, mais je pense qu'ils doivent précéder les tableaux de bord financiers. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit que toute action quelle qu'elle soit, en particulier une famille, une association, une entreprise, doit être d'abord passer au filtre de la durabilité. C'est pour ça qu'on dit d'abord durable et ensuite rentable. Parce que c'est là parce que c'est rentable que c'est durable. Et je pense que si c'est durable, par le jeu des externalités positives, c'est toujours rentable. Voilà. Je m'arrêterai à ça. C'est déjà, vous avez déjà, on va dire, planté le décor et mis en avant votre vision de l'économie. Je voulais faire réagir à la fois Fanny Picard à ce qui vient d'être dit sur, on en parle beaucoup, hein, cette question d'externalité positive. Quand on choisit aussi d'accompagner cette économie-là, comment faire des choix, parce qu'il faut aussi... c'est le souci du développement durable aussi, il faut que ça soit à 100% nickel pour qu'on puisse se dire qu'on y va à fond. Donc comment on choisit les entreprises? Parce que là, le spectre devient de plus en plus large chez toi, Stéphanie, hein, tu le disais. Hein. Oui, le spectre est large. Le positionnement et la volonté qu'on a chez WeSeed, c'est vraiment de rendre accessible à des particuliers des investissements ou des destinations de leur argent qui jusqu'à présent leur étaient pas. Avec trois notions extrêmement fortes dans le crowdfunding, c'est la proximité, la transparence et la traçabilité. La proximité, c'est pas forcément la proximité territoriale, mais c'est la possibilité justement de choisir où on va mettre son argent. Parce qu'aujourd'hui, enfin jusqu'à présent, les particuliers ont peu d'accès à de l'investissement dans des projets de cette nature, dans des projets innovants. Typiquement, les banques ne leur disent pas grand-chose sur ces sujets-là, et quand on sait que le livret développement durable n'est pas très développement durable... On ne sait pas ce que ça finance, un livret développement durable. Donc là, vraiment, le pari, c'est de... et la promesse que les plateformes doivent tenir vis-à-vis des investisseurs particuliers, c'est bien ce choix direct, cette transparence et cette traçabilité. Ça, c'est extrêmement important. Et si on s'en éloigne, on risque d'aller dans le mur, je dirais ça comme ça, par rapport à notre métier. Donc ça, c'est un positionnement très fort. Et le deuxième positionnement aussi extrêmement important, c'est qu'on a voulu vraiment démocratiser cet accès à de l'investissement, au financement de projets positifs ou à impact. Et sur WeSeed, on peut investir dans tous ces sujets-là à partir de 100 €. Ah, c'est le choix qui a été fait notamment pour l'immobilier tout récemment. Enfin, sur tous les sujets, les ENR, les forêts, les startups, donc tout est accessible à partir de 100 €. Ça veut dire qu'on rend vraiment, là pour le coup, très proche de l'investisseur particulier, cette possibilité du choix. Donc pour répondre à cette question de comment on choisit, là aussi on a adopté chez WeSeed un process de sélection qui est assez strict quand même, parce qu'il ne faut pas chercher à financer tout et n'importe quoi, donc on a un entonnoir qui est quand même assez strict. En gros, si on reçoit 1000 projets par exemple en demande de financement sur tous les secteurs dans l'année, on en finance les particuliers chez nous, on finance à peu près 5 à 6%. Donc ça veut dire qu'il y a un filtre fort. Et pour exercer ce filtre, on associe notre communauté d'investisseurs à cette préqualification des projets. Donc on a une première étape de sélection qui est opérée par les personnes de WeSeed, les salariés de WeSeed, qui sont des experts des différents sujets. Et ensuite, on a une phase qu'on appelle d'e-vote, où on demande à notre communauté de donner son avis sur les projets qu'on a présélectionnés.
Donc la population est déjà associée, la population de notre communauté est déjà associée, donc c'est de la finance participative, à la sélection des projets. Donc, les gens donnent leur avis sur 11 critères, parce que des critères quand même qui sont pas, c'est pas juste j'aime pas, échangent avec le dirigeant, ils ont la possibilité de poser des questions, de le challenger, et le challenge est souvent très fort. Et puis exprime une intention d'investissement. C'est particulier, on tombe sur parfois, si je peux dire, des personnes très pointues sur Absolument. ces sujets-là qui sont très exigeants, Tout à qui fait. poussent Donc c'est un peu un combat qu'on mène aussi parce que finalement dans l'esprit à la fois des régulateurs, comme l'autorité des marchés financiers ou des acteurs un peu plus traditionnels, le postulat malgré tout qui est un peu posé, je ne le dis pas trop fort, mais quand même c'est malgré tout que la foule est bête. Mais que les investisseurs particuliers votent avec leurs pieds, investissent avec leurs pieds, donc il faut absolument les protéger contre eux-mêmes de leurs mauvais choix. Eh bien, nous avons fait le pari inverse chez WeSeed, justement en pariant sur la sagacité de la foule et l'intelligence collective. Et quand on a 76 000 membres particuliers dans une communauté, forcément il y a des gens qui sont experts de tel ou tel sujet, il y a des gens qui bossent chez LG ou chez Paprec, et donc qui ont des analyses, qui peuvent avoir des analyses très pointues de tel ou tel sujet. Et en même temps, on a aussi des gens néophytes qui ne connaissent pas, qui ne sont pas des pros, des experts du photovoltaïque, mais qui ont la possibilité de voir les questions qui sont posées par les autres membres de la communauté, les réponses qui sont apportées par les dirigeants à ces questions. Et donc il y a une intelligence collective qui se crée. C'est ce pari-là qu'on fait chez WeSeed. Donc la sélection associe énormément les investisseurs, et puis après on fait le métier un peu plus traditionnel de fonds d'investissement, où nous on soulève le capot, on fait les analyses financières, enfin tout ce qui va bien, avant de définitivement accepter un projet qui ensuite est ouvert au financement, et là où les gens peuvent financer et souscrire en ligne, quels que soient les projets. Alors la même question, on va dire aussi à Fanny Pécard, un peu sur la sélection de ces beaux projets dont elle a commencé à parler, et finalement ces fameuses externalités qui sont la mesure de l'impact positif d'une entreprise. Merci. J'aimerais en préalable répondre sur le fond, parce que je pense que ce que vous venez de dire est vraiment extrêmement important. C'est le fait que nous avons des murs devant nous et qu'il faut absolument réintégrer ces externalités positives et l'impact des parties prenantes. Moi, je pense que nous faisons partie d'une génération qui a été éduquée dans le dogme de Milton Friedman, qui est résumé dans le titre d'un article qu'il a publié en 1970 avant de recevoir le prix Nobel d'économie en 1976, selon lequel la seule responsabilité de l'entreprise est de maximiser son profit, l'idée sous-jacente étant maximiser son profit au service de ses actionnaires. Je pense que ça reposait sur deux autres postulats qui sont soit faux pour l'un, soit ne fonctionnent plus pour l'autre. Le premier qui est faux, c'est l'idée que, à côté de la responsabilité individuelle de l'entreprise de maximiser son profit, allait survenir un intérêt général formé par la somme des intérêts individuels et représenté par un concept qui me semble complètement aberrant et faux, qui est l'idée de main invisible du marché. Il n'y a pas de main invisible du marché comme somme des intérêts individuels qui va représenter un intérêt général, ça ne fonctionne pas. Et deuxièmement, par l'idée que les fonctions régaliennes d'intérêt général allaient être assumées par l'État. Ça reste largement vrai, mais on voit aussi que nos États ont de moins en moins les moyens de soutenir, de financer l'intérêt général, que ce soit pour des raisons de surendettement ou pour d'autres raisons, éventuellement de délégation d'un certain nombre de responsabilités. Et ce dogme qui conduit à qui forme la base du libéralisme dans lequel nous nous inscrivons, est terriblement grave parce qu'il conduit alors à tous les problèmes environnementaux que nous connaissons, le dérèglement climatique, et je profite du micro pour vous rappeler qu'aujourd'hui, ce que pense les climatologues, c'est qu'on est sur une augmentation embarquée de température entre 3 et 4 degrés par rapport auquel probablement on ne peut pas faire grand-chose et qu'il faut absolument se battre et se battre très fort, et c'est pour ça qu'il faut tenir compte des externalités positives, parce que sinon on sera quelque part entre 6 et 8 degrés à la fin du siècle, et que ça entraîne des conséquences absolument catastrophiques pour des catégories entières de population, et peut-être même dans la durée pour l'humanité. Mais il faut se battre, il va falloir se battre à plusieurs, hein, parce que quand on voit arriver un climato-sceptique à l'agence de l'environnement aux États-Unis, quand on voit que le sujet de l'écologie ne nous concerne pas tellement dans la campagne présidentielle. Mais oui, c'est pour
ça que ces sujets sont vraiment très importants. Quand je parle de gravité, je crois que les mots sont pesés, malheureusement. Dérèglement climatique, épuisement des ressources, épuisement de la biodiversité, stress hydrique, problème d'eau. Voilà. Et puis sur le terrain social, une souffrance qui conduit à retenir des extrêmes dans un grand nombre de pays. Et on connaît au siècle dernier ce vers quoi ça peut nous conduire, et en tout cas en ce qui nous concerne, ça me terrifie. Et donc, oui, il faut absolument trouver un moyen de faire évoluer le modèle en tenant compte des externalités positives et puis en faisant évoluer notre organisation vers la prise en compte d'intérêts à la fois sociaux et environnementaux. Et sinon, on va vraiment dans le mur, on va à la mort, encore une fois. En tout cas, pour un certain nombre de gens, les propos sont lourds, mais on en est là. Voilà, donc, c'est pour ça que j'insistais sur notre dimension microscopique, parce que à l'échelle de ces enjeux, évidemment, on n'est rien, mais il faut tous agir, les journalistes, les financiers, les consommateurs. Vous êtes évidemment acteurs, nous sommes tous acteurs de nos choix, choisir des produits fabriqués par des entreprises plus responsables, ça contribue à changer le monde. Et puis en tant que salarié dans nos entreprises, ou personnes recherchant un emploi et rejoignant plutôt des entreprises qui sont elles-mêmes responsables, eh bien on contribue à faire changer les choses. Je suis très intéressée par une chose qui est que les grands groupes qui ont mis en place ces dernières années des politiques de responsabilité sociale et environnementale, ils ne l'ont pas fait spécifiquement pour les salariés. Ils l'ont fait dans un cadre de responsabilité globale, poussé soit par des dirigeants qui le souhaitaient, soit par des évolutions réglementaires, soit par un ensemble d'autres éléments, ou ceux-là y compris. Et à l'arrivée, se rendre compte que c'est extrêmement important pour attirer, retenir, motiver leurs salariés. Donc en tant que salarié, votre poids est aussi très important dans vos entreprises. Donc voilà, ça c'est un mot aussi, mais c'est très important ce que tu disais, Fanny, un mot aussi des choix de tes entreprises. Après, je passerai la parole à Christophe Faugère au premier rang, parce que je pense que tout ce qu'on a commencé à entendre ne peut que lui parler. Donc un mot justement du choix, comment on fait ce choix aussi des entreprises qu'on accompagne. Alors, pour nous, le choix, en premier lieu, c'est l'activité de l'entreprise. Pour investir dans une entreprise, il faut que son activité soit utile aux personnes ou à l'environnement. En matière d'environnement, ce qui nous intéresse, c'est l'inverse de tout ce que je viens de dire. Et donc, c'est de contribuer, encore une fois, à notre mesure, à la transition énergétique, à la lutte contre la perte de biodiversité, ou d'épuisement des ressources. Donc, c'est des entreprises qui permettent de consommer mieux, consommer moins, ou moins polluer. Globalement, ça c'est l'environnement. Et en matière sociale, ce sont des entreprises qui vont permettre un développement intellectuel, éducation, formation, de la santé, du bien-être, de l'employabilité ou de la dignité des personnes. Et ça, on en trouve de plus en plus. Et ça, on en trouve de plus en plus. Alors, en France, parce qu'il est vrai, c'est que nous, aujourd'hui, nous avons plus d'entreprises qui sont actives dans le domaine de l'environnement que dans le domaine social. Parce que dans le domaine social, souvent, les sujets sont pris en charge par l'État. Et donc, il y a moins d'initiatives, et il y en a tout de même, mais éventuellement, elles peuvent être un petit peu polémiques. C'est-à-dire qu'on peut se dire, mais au fond, est-ce que c'est une entreprise privée? Est-ce que ça soutient l'intérêt général d'investir dans cette entreprise? Je ne rentre pas dans les détails, mais... Donc ça, c'est le premier critère, c'est le plus important, activité impactative pour les personnes de l'environnement. Deuxièmement, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'entreprise, les dirigeants soient intéressés à progresser en matière de responsabilité sociale et environnementale et vraiment à s'engager dans ce sens. Ça, ce sont les deux catégories de critères du point de vue de la responsabilité. Et puis, comme nous cherchons aussi à être rentables, d'une part, il faut que nous puissions analyser une perspective de croissance rentable de l'entreprise, ce qui veut dire un marché porteur, ce qui veut dire un produit ou un service qui pourra s'y positionner favorablement, ce qui veut dire une équipe managériale qui nous semble de nature à servir son projet au mieux. Voilà. Et puis, les investisseurs en France sont réticents à investir dans le tout début de vie des entreprises, parce que c'est un modèle plus risqué, qui ne fonctionne pas très bien en termes de rendement financier. Et donc, nous avons également comme critère que l'entreprise ait atteint 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et je ne peux qu'abonder dans le sens de Stéphanie. Avant
cette taille, c'est difficile de trouver des financements en France aujourd'hui. Donc là, vous êtes complémentaires. Alors, je vais passer la parole pour le premier pitch à Christophe Auger. On va vous passer un micro, parce que je crois qu'il n'y en a pas d'autres. On a un peu réduit au niveau des micros. On va très bien se débrouiller. Donc, vous êtes professeur senior à Cage Business School et vous allez justement nous exposer votre vision de la finance qui va sûrement nous faire réagir. Je vous en prie. Merci Nathalie, merci au panel d'être là, merci à tous d'être là aujourd'hui. Enfin, je me sens comme dans une église, avec des gens qui pensent la même chose que moi. Bon. Donc c'est bien. Donc je vais vous parler je vais vous faire une proposition. Que la réponse à la question comment financer une économie positive passe par ce que je vais appeler la finance en pleine conscience. La pleine conscience, c'est simplement, pour moi, le fonctionnement naturel et à 100% de la capacité de l'esprit à percevoir les choses telles qu'elles sont. Donc c'est l'état naturel du fonctionnement du cerveau, sans filtre préalable, filtre psychologique, ce que je vais appeler les biais psychologiques qui nous font trébucher dans la vie. Les biais qu'on connaît au niveau des dirigeants, c'est la surconfiance, la fierté, l'ego, l'arrogance, qui font que les gens prennent pas nécessairement les bonnes décisions. En 2011, les chercheurs ont interrogé 118 traders. Alors, les traders n'ont pas très bonne réputation ces jours-ci, mais quand même c'est intéressant, de la City de Londres. Les traders qui réussissaient mieux en termes de carrière étaient ceux qui s'appuyaient sur un mélange d'analyse et d'intuition. Ils sont à l'écoute de leurs émotions, et quand ils subissent des pertes, ils reconnaissent leur anxiété, et ils deviennent plus prudents et prennent moins de risques. Est-ce qu'on doit se modéliser après les traders? Pas nécessairement. Depuis une vingtaine d'années, la recherche scientifique démontre que la pleine conscience est non seulement un état d'esprit qui améliore la productivité et la capacité mentale, elle améliore aussi la conscience de soi et la capacité à évaluer son comportement, ses actions par rapport à notre sens moral intérieur. Non seulement elle permet ainsi, pour moi c'est l'aspect important, l'alignement de notre conduite avec nos valeurs, mais elle fait aussi évoluer notre sens moral. Et pour illustrer, je vais citer le témoignage de Thich Nhat Hanh, qui est un moine bouddhiste qui vit une partie de l'année en France, et qui déclare en 2014 dans le journal british The Guardian, il déclare quelque chose qui est assez profond. Il dit que dès lors que les chefs d'entreprise pratiquent la pleine conscience, il importe peu que leur motivation initiale soit faire plus de profit ou plus de productivité. En fait, il dit que cette pratique, à la longue, modifiera fondamentalement leur vision de la vie. Elle ouvrira leur cœur, elle permettra d'accéder à plus de compassion et développe le désir de mettre fin à la souffrance des autres. Donc, que permet la finance en pleine conscience? De mon point de vue, elle permet plusieurs choses. Numéro 1, une capacité à prendre des décisions financières dans un état calme et rationnel, même lorsqu'on se trouve face à des situations extrêmement stressantes. Des qualités de concentration et d'action qui sont en harmonie avec une intention et une vision claire sur l'impact des projets qu'on entreprend. Mais en plus, il y a une dimension morale et une dimension de conscience de notre interrelation avec toutes les parties prenantes de l'entreprise. Non pas d'un point de vue simplement stratégique, comme le positionnement de beaucoup de grandes entreprises françaises, mais d'un ressenti profond, comme faisant partie d'un réseau de connexion humaine, avec le sens que le bien-être collectif conditionne la durabilité du bien-être personnel. Et numéro 3, je pense que c'est vraiment ce qui s'applique vraiment à la finance, c'est la mise en œuvre de pratiques d'investissement éclairées qui soutiennent les réalisations du potentiel et de la créativité de l'homme au sein de l'organisation. Ceci afin de faciliter l'élévation des individus et des communautés et de favoriser la diffusion d'une richesse réelle dans l'économie. Tout ça en harmonie avec l'écosystème. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, Christophe. Cette intervention.
en pleine conscience, William Vidal, vous avez repris le micro, ça peut que, évidemment, vous faire réagir ce que vous venez d'entendre. Oui, mais finalement, on peut tout est dans tout et tout se rejoint. On en parlait tout à l'heure dans l'intervention. Avoir conscience que la solution est collective et qu'on ne peut gérer l'intérêt personnel qu'au travers de l'intérêt collectif, c'est aussi ça de pleine conscience. C'est passer au filtre de tout ce que l'on veut faire, au filtre de l'impact que cela a sur l'écosystème au sens large, qu'il soit écologique, social et même économique. C'est ça la pleine conscience. Et aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment pas le choix. Et c'est la seule façon de conserver une croissance compatible et des capacités de régénération de l'écosystème. C'est la seule façon d'aller vite, c'est la seule façon de garder et d'accroître le bien-être. Et je crois aussi que c'est la seule façon de garder un acquis civilisationnel et de ne pas régresser, avec tout ce qu'on voit aux États-Unis ou ailleurs. C'est ce qu'il faut espérer. Mathieu Jubret, je voulais vous faire réagir. Ou Fanny, vas-y si tu veux dire un mot aussi. Bien sûr. Je comprends qu'aux États-Unis, alors encore une fois que nous sommes tout petits, nous avons peu le moyen de voyager, etc. Mais je comprends qu'aux États-Unis, maintenant, on parle beaucoup de consciousness et de conscious economy. Et donc on ne parle plus d'économie positive ou de développement durable, on parle de consciousness. Donc ça correspond vraiment à un mouvement mondial, je crois, ce que vous venez de dire. Mathieu Jubret, dire quelque chose déjà à ce qu'il a entendu, puis je vais poser une autre question aussi sur Microdon et par rapport aux entreprises. Avec plaisir. Moi, je retiens l'idée du collectif que je trouve fondamentale, effectivement. Et je ferai le lien avec ce que disait Stéphanie tout à l'heure au sujet des foules. Elle disait les foules ne sont pas stupides. Je suis assez convaincu que les foules ne sont pas stupides, qu'elles sont au contraire d'une richesse infinie. Et moi, ce qu'on constate sur nos sujets, celui du mécénat d'entreprise notamment, c'est qu'aujourd'hui, en plus, les foules, elles deviennent un facteur clé de légitimisation, pour légitimer l'action. Je vais vous donner l'exemple. Finalement, la finance participative en particulier, ou même ce que vous faites, légitime une action. L'action du porteur. J'en suis convaincu et on le voit très nettement dans la relation qu'on a avec nos entreprises mécènes. C'est très bien, c'était une question sur laquelle je voulais arriver. C'est vrai. Bon, ça tombe bien. Il y a peut-être 20 ans, quand une entreprise faisait une dotation importante à une association ou un organisme d'intérêt général, voilà, tout le monde trouvait ça formidable. Entre-temps, je crois que les entreprises ont perdu un petit peu de leur superbe. Elles sont devenues un petit peu suspicieuses pour plein de raisons. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont tendance à, par réflexe, introduire de la suspicion dès lors qu'une entreprise fait quelque chose qu'on estime positif, finance l'économie positive par exemple. Et aujourd'hui, ce qui les amène à aller vers un mécénat qui est plus participatif, c'est que justement faire appel à ces parties prenantes, donner non plus tout seul, mais avec ces parties prenantes, ça ramène de la légitimité. Et c'est un discours qu'on a beaucoup, enfin c'est un échange qu'on a souvent avec notamment les enseignes de distribution. Les enseignes, elles font plein de choses pour financer des associations en local ou au niveau national, mais en général, elles n'osent pas le dire, parce que dès lors qu'elles en parlent, on vient leur ramener tous les autres sujets qui jouent contre eux, et qu'on connaît sur la pression qu'ils peuvent mettre sur les filières de production, sur ce qu'ils font aux petits commerçants. Bref, il y a plein de sujets autour de l'enseigne de distribution. En revanche, quand elles disent non pas moi je soutiens telle association, mais moi et mes 500 000 clients, comme c'était le cas cette année chez Nature Découverte, moi et mes 500 000 clients, nous avons donné à telle association, elles redeviennent légitimes dans cette action-là. Et je crois que c'est très important, et du coup elles osent à nouveau en parler, elles osent à nouveau soutenir plus et encore d'organisations. Et c'est un mouvement assez clé, je crois, et c'est la même chose avec les collaborateurs. Une entreprise qui donne avec ses collaborateurs, elle est beaucoup plus légitime pour le faire. Alors au passage, ils y perdent un petit peu de pouvoir. Avant, c'était le responsable du mécénat qui choisissait les causes qui étaient soutenues, ou c'était le dirigeant, ou c'était le patron de la fondation. Aujourd'hui, c'est fait de manière collaborative. Alors, donc, dans le cadre de Microdon, cet arrondi solidaire, les collaborateurs sont consultés. Je ne veux pas y arriver, les collaborateurs sont consultés. Exactement. Et même, alors nous on a une échelle on n'existe pas depuis très longtemps, mais sur notre petite échelle de vie, là, en 5-6 ans, on a vu ce sujet évoluer. Et avant, le réflexe, c'était de dire, je vais choisir
C'était les dirigeants voilà, qui choisissaient les associations qui étaient proposées aux dons des collaborateurs. Aujourd'hui, non, ça passe toujours par, ou très souvent, par une consultation des collaborateurs. Et d'ailleurs, c'est toujours un moment d'échange extrêmement riche dans une entreprise. C'est l'occasion de découvrir que son voisin de bureau, il est bénévole au Secours Populaire et qu'on n'en a jamais parlé, ou qu'un tel a un enfant qui souffre d'une maladie rare et qui, du coup, est une fervente défenseur de l'association qui aide. Voilà, et c'est une manière de créer aussi ces discussions-là, très, très humaines, et qui sont, je crois, ce qui lie le collectif dans une entreprise aussi, au sein des entreprises. Alors Stéphanie Savel, sur cette légitimité, pas seulement, mais on peut dire d'autres choses, finalement, ça apporte une légitimité aussi à l'action. Parce qu'il y a un suivi aussi dans l'idée, oui, on n'est pas uniquement là pour mettre de l'argent. Les particuliers ne sont pas uniquement là, en tout cas chez WeSeed, pour donner de l'argent. C'est vrai qu'il y a une soif de participer. Alors pas tout le monde non plus, hein. On n'est pas au pays des bisounours, donc des gens qui sont là pour mettre de l'argent et puis qui n'ont pas le temps de faire plus. Mais il y a beaucoup de particuliers qui sont très moteurs pour apporter autre chose que de l'argent, des réseaux, de la relation. Et c'est vrai que quand une boîte est financée, une start-up est financée par 600, 700, 800 personnes, ça fait quand même, ça fait du monde. Donc c'est autant de ressources qu'on peut mobiliser ou qui sont mobilisables par le dirigeant, de gens qui ont non seulement qui croient en l'entreprise et qui sont attirés par l'aventure, et qui sont prêts à prendre un risque, hein, parce qu'ils sont aussi, ces gens-là, prêts à tout perdre, parce que comme le disait Fanny, on est dans un financement en phase très risquée, donc des gens qui sont prêts à tout perdre, mais aussi, du coup, ce sont des gens qui sont prêts à se mobiliser pour dire, bah tiens, moi j'ai investi dans telle éolienne, hein, je passe à côté, regarde, tu devrais aussi le faire. Donc il y a un effet viral qui est extrêmement important, ce qui est aussi permis par la technologie Web 2.0, on est quand même un pure player web, et donc cette viralité est extrêmement importante, et du coup on peut progressivement gagner des cercles différents et élargir l'impact qu'on peut avoir. Donc cette notion de finance participative doit être préservée, si on ne veut pas qu'elle soit récupérée, hein, parce que là on commence à avoir on est parti dans le crowdbashing, il y a plein de gens qui veulent faire de la finance participative ou des plateformes en s'éloignant des concepts de base, mais cette notion de finance participative, pour moi, cette participation, être épargne, acteur, c'est le rôle c'est ce que permet la finance participative. Et c'est fondamental parce que ça permet de réconcilier ces différentes casquettes de consommateurs, de citoyens, d'épargnants. Et on a appliqué d'ailleurs aussi ce principe à WeSeed, puisque WeSeed a été financé depuis le début, en grande partie par ses clients investisseurs. Donc au capital de WeSeed, on a des particuliers qui investissent aussi dans des entreprises ou des projets sur la plateforme. Et puis on a le Crédit Coop qui nous a rejoint, le Crédit Coopératif qui nous a rejoint depuis 2015, parce que je crois que c'est aussi en phase avec ses valeurs. Mais je pense que se retrouver sur ce projet-là est un puissant, un effet mobilisateur extrêmement important. Juste, je précise pour s'il y a des dirigeants d'entreprise dans la salle pour les rassurer, rassurez-vous, vous n'avez pas 800 personnes individuelles à votre capital, puisque nous regroupons tous les actionnaires au sein d'un véhicule dédié à un projet. Et vous avez donc un représentant de tous ces actionnaires, mais qui ne fait pas écran, c'est ça l'intérêt, et vous pouvez aussi mobiliser toute cette foule et cette ressource de démultiplication. Alors je voulais faire intervenir un autre de nos pitchers, Gérard Poujat de Copec, dont parlait tout à l'heure William Vidal, puisque vous rejoignez son fonds de dotation. Donc je vous en prie, on va vous passer aussi un micro, parce qu'on se partage les micros, vous voyez, c'est de l'économie positive et du partage. Je vous en prie, Gérard Poujat. Bonjour à tous, alors Gérard Poujat, je suis le directeur général d'une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle le Copec. C'est une monnaie qui... C2OP, on a bien précisé. C'est écrit C-O-O-P-E-K. Et en fait, cette monnaie se veut être la monnaie qui veut financer 4 transitions, la transition énergétique, la transition alimentaire, la transition carbone et la transition sociale. Elle a 2 fonctions, cette monnaie, c'est d'être une monnaie de consommation et par ce biais-là créer du produit intérieur brut dont devant un prof d'économie... Je vais être prudent dans ce que je vais dire. Normalement, c'est un outil de relance keynésienne non ciblé. Voilà, comme ça, moi, je suis sûr qu'à 1h moins le quart, personne n'a rien compris. Merci. L'objet, c'est de ne pas créer d'inflation et c'est de faire en sorte de booster l'économie, de créer du produit intérieur brut de manière supplémentaire et qui ait vocation à créer de l'emploi. Donc, une monnaie de consommation
Quand on achète des COPEC, on a une bonification, c'est comme une carte de fidélité sur laquelle on a 5 points de plus de fidélité. Et on a un système de financement d'associations à but non lucratif ou de financement par le biais d'Ecodota. Quand une personne achète des COPEC, elle a 5% pour elle et 5% pour attribuer à une association à but non lucratif. D'ailleurs, entendu qu'on avait des choses peut-être à faire avec un microdon, ça va parler, très bien. C'est le but aussi de ce Parlement. Voilà. Et enfin, le deuxième aspect de cette monnaie, elle est très similaire d'une monnaie qui existe depuis plus de 80 ans maintenant en Suisse, qui s'appelle le VIR. Au-delà d'une monnaie de consommation, ce sera une monnaie d'investissement. Et donc, les entreprises, les associations qui voudront investir dans les 4 domaines précités, à savoir l'énergétique, l'alimentaire, le carbone et le social, elles auront des prêts à taux zéro dans le cadre d'un crédit inter-entreprise, et donc à condition que ces sommes-là soient dépensées à l'intérieur du réseau des entreprises qui acceptent le COPEC. Voilà en gros en 2 minutes la présentation. Et votre idée, c'est qu'on pourra l'utiliser dans tout le pays, là, c'est pas du local, là, c'est ça? Ce sera utilisable, c'est utilisable parce que le projet date de 3 ans et la monnaie est en circulation depuis octobre dernier, depuis 8 semaines, et elle sera utilisable sur l'ensemble du territoire national. D'accord, utilisable, donc ça a commencé à circuler cette monnaie, ça fonctionne bien. En fait, les gens qui s'abonnent, alors elle est entièrement numérique. Pour avoir un compte en COPEC, on s'inscrit sur le site copec.fr. On fait pas de d'imagination pour l'an, bien sûr. Et à partir de là, une semaine après, vous recevrez votre carte COPEC qui ressemble dans le format furieusement à la taille d'une carte bancaire classique. Et on peut utiliser cette carte auprès des commerçants qui ont accepté d'être payés en COPEC. Mais on peut également payer par Internet, on peut payer par smartphone et à partir de février, on pourra payer également par SMS. Merci pour cette présentation. On peut vous applaudir. Vous qui accompagnez à travers le fonds de dotation COPEC, parce que vous faites évidemment commenter cette histoire, si je puis dire, de monnaie complémentaire. Si vous voulez, c'est un peu le hasard, puisque j'ai rencontré Gérard, on se connaissait un petit peu, et je lui dis, bon voilà, je fais un fonds de dotation. Il me dit, moi aussi je veux faire un fonds de dotation. Et quand on a l'esprit de dire, bon, il y a tellement de choses à faire, c'est pas la peine de faire chacun dans son coin la même chose, vous savez, on va le faire ensemble. Et ce fonds de dotation, on va dire, on va le mettre en relation avec le COPEC, et c'est de là que Ecodota dit, bon voilà, accepte les COPEC et pouvoir rétrocéder du COPEC. Je crois que ce qui est aussi important, c'est qu'il y a un petit peu une multiplication des pains. Je ne dis pas que c'est la création monétaire, hein, parce que c'est pas tout à fait ça, mais puisque quand on achète 110 COPEC, donc avec 100 €, on se retrouve avec 100 € d'un côté et 110 COPEC de l'autre. Et ces 100 €, enfin Gérard ne l'a pas dit, mais ils vont au crédit coopératif ou à une autre banque, et la banque s'engage à reprêter, mais là des euros, sans intérêt, à quelqu'un de la sphère. Donc on voit bien qu'on a un tremplin, et cet argent, s'il vient de l'argent qui a été capté par Ecodota, il est déjà fiscalisé. C'est-à-dire que si on a 100 € au départ qui n'ont coûté que 40 €, je fais un peu de calcul là, mais, on voit qu'avec 40 € au départ, on a 100 € placés, 100 € prêtés et 100 COPEC, 110 COPEC. Donc là, moi je sais pas, ça me semble intéressant. Vous n'allez pas dire le contraire. Justement, ça peut. Vous voulez dire quelque chose, Mathieu? Oui, je vais rebondir, parce qu'il se trouve qu'effectivement, on a certainement des choses à faire, puisque nous, on a la chance de gérer les dispositifs de générosité en caisse de l'enseigne Biocop. Et alors, quand on travaille avec Biocop, il faut s'accrocher, parce que pour le coup, ils sont aux avant-gardes d'un certain nombre de transitions que vous avez citées. Et voilà, la dernière innovation en date et sur laquelle nous avons demandé de travailler, c'est comment on peut intégrer ces monnaies complémentaires dans les dispositifs de générosité en caisse. Donc on va certainement se mettre à collecter d'une manière ou d'une autre des COPEC. Il va falloir qu'on en parle. Alors quand je vous écoute, et je pense que la question elle est un peu en filigrane pour tout le monde, on voit que vous avez tous des démarches formidables, on a tous envie que finalement toute l'économie soit positive et que toute la finance s'y mette. Alors on va commencer à parler du crédit coopératif, donc qui est évidemment un établissement un peu particulier qui s'est engagé avec vous, qui a quand même déjà une démarche très tournée, Stéphanie, vers ces sujets-là, mais c'est vrai qu'on se dit qu'il commence à y avoir des tas de formes de financement alternatifs qui font un peu bouger les lignes, mais qu'on aimerait bien que les lignes elles bougent encore un peu plus, que je ne sais pas si l'un d'entre vous peut avoir une réponse à cette question. Pas une réponse, mais en tout cas des réflexions. C'est vrai qu'on aimerait que les lignes bougent plus vite et plus loin.
Et j'en parle assez à l'aise parce que depuis que j'interviens dans ce secteur et cette industrie, c'était un peu avant WeSeed, on voit les choses bouger, mais elles bougent quand même lentement. Mais pas à la mesure des enjeux auxquels on est confronté et que Fanny a cité, même si ça bouge. Donc quand je suis optimiste, je me dis c'est bon, gardons l'espoir. Et nous, du côté de la finance participative, notamment de l'investissement en capital, on a quand même vu les esprits évoluer de la part de deux acteurs importants. Les premiers acteurs, ce sont les fonds d'investissement qui, au début, nous prenaient quand même pour des petits rigolos, ils nous renvoyaient dans notre cours de récré. En gros, on était des beatniks dans des garages et on faisait du love money, pour simplifier. Et puis, comme on se retrouve de plus en plus souvent sur des co-investissements au même moment, ils commencent à penser qu'on devient un acteur crédible de la chaîne de financement. Et aujourd'hui, on voit même des fonds d'investissement traditionnels qui nous amènent des projets dans lesquels ils ont déjà investi parce qu'ils ont besoin de cette légitimité qu'on évoquait tout à l'heure. Parce que même si on finance, et sur WeSeed, on finance pas mal de projets très techno, donc qui ne sont pas du B2C, même si on est sur l'innovation technologique, mesurer la réceptivité, la sensibilité du grand public qui sera le futur bénéficiaire, donc la future partie prenante, pas forcément utilisatrice directe, mais la future partie prenante de cette innovation, ça a un intérêt pour les investisseurs. Ça a un intérêt aussi pour des dirigeants. Donc les lignes commencent un petit peu à bouger. Ça ne va pas assez vite, mais ça bouge. Du côté des banques, alors sur notre métier d'investissement en capital, au fond, on fait un métier sur lequel elles sont assez rarement présentes. Oui. Le métier des banques, c'est pas d'investir en capital, c'est de prêter. Bon, elles ne prêtent pas beaucoup non plus, mais... donc du coup, il n'y a pas trop d'affrontements avec les banques. Là où nous, on a un discours un peu plus offensif vis-à-vis des banques ou des assurances et des mutuelles, par exemple, c'est de leur dire qu'elles ont à leur disposition un réseau qui permet d'accéder à un vaste champ de particuliers. Et là, on change d'échelle et que du coup, ça pourrait être extrêmement intéressant pour elles, pour les particuliers, pour l'économie, pour la finance et pour nous, WeSeed particulièrement, d'aider à la diffusion d'offres de finances participatives au sein de leur réseau. Parce que là, on change d'échelle. Et on a besoin de changer d'échelle, parce que si on reste sur nos chiffres, alors on est très content, Fanny est très contente d'avoir levé 40 millions, et nous on est très contents d'avoir financé pour 65 millions des projets, mais ça ne suffit pas, on voit bien que ça ne suffit pas. Il faut vraiment qu'on change d'échelle, et là il y a seulement cette propagation massive auprès, alors pour nous, des particuliers, qui rendra un peu plus d'espoir sur le raccourcissement des horizons de changement. Sinon on va dans le mur, c'est sûr. Oui, évidemment, vous voulez réagir. Oui, non, il est sûr que l'économie positive doit coloniser très rapidement l'économie négative, si je puis dire. Ça, c'est évident. Mais comme on dit en philosophie, on ne peut atteindre que les objectifs qu'on se fixe. Si on n'a pas d'objectifs, on ne peut pas les atteindre. Il est clair qu'aujourd'hui, moi je parle beaucoup d'économie positive, mais quantitative. Qualitative, c'est très bien, hein, ça va dans le bon sens, on va avoir des beaux rapports de développement durable. Mais aujourd'hui, on a quand même des urgences. Et une urgence facile à quantifier, c'est celle des 2 degrés. On sait par exemple que l'Europe, c'est 11% des émissions mondiales. La France, je ne sais plus exactement, c'est 2,5%. On peut par secteur, chacun faire en sorte de calculer ce que chacun doit faire, comme dit Colibri, vers sa part. Et je crois qu'il faut le faire partout, mais il faut travailler, parce qu'on ne l'a pas. On ne l'a pas spontanément. Les scientifiques peuvent nous aider, les économistes peuvent nous aider. Et il y a une course contre la montre. Je m'excuse, hein, je suis un peu catastrophiste et tout ça, mais j'en suis intimement convaincu. Fanny l'évoquait tout à l'heure, il y a une vraie... Et les 2 degrés, bon, c'est pas moi qui les ai inventés, mais voilà, et on ne sait même pas s'il y a 2 degrés, l'économie tient, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'il faut faire chacun à son niveau pour l'intérêt collectif, mais gérant au travers de cet intérêt collectif son intérêt personnel, pour ne pas dépasser les 2 degrés, pour ne pas avoir d'effondrement des populations de morues dans l'Atlantique Nord, pour qu'au niveau social, on ait un critère de bien-être qui soit constant et croissant, etc., etc. Je pense que si on n'a pas cela, on sera dans l'insuffisance, c'est évident, et on va se débattre, et c'est beaucoup plus rassurant d'avoir un objectif sur lequel on tend son énergie, où on peut quantifier des étapes, capitaliser ce qui s'est passé. Bon, l'action est rassurante, et d'autant plus rassurante qu'on peut, disons, la projeter dans un résultat qui est le résultat final. Voilà. Donc je pense qu'il faut travailler là-dessus. Je vais passer la parole dans un instant à un autre pitcher, à Mathieu Dupuis qui est là, mais un autre Mathieu, je voudrais réagir. Je rebondis très rapidement, je partage évidemment le constat qui est fait et qui est un petit peu terrifiant à certains égards.
le besoin évident d'avoir des objectifs, et je crois aussi, et je pense que on l'a, j'espère, bien illustré pendant cette table ronde, l'urgence aussi de trouver des solutions adaptées aux nouvelles demandes, aux nouvelles habitudes, aux nouveaux usages des gens qui sont, je crois, prêts à s'engager dans ces transitions-là, mais qu'il faut savoir, je crois, aider. Je vais vous donner deux exemples que je trouve assez caractéristiques. Par exemple, cet été, on a mis en place du don en caisse chez Sephora. Et Sephora est une enseigne qui fait très très attention à son image, etc. Et donc, ils ont... qui émane d'un grand groupe. Qui émane d'un grand groupe qui lui-même fait très attention à son image. Et bref, ils ont... Mais qui fait des choses, un tas de choses. Mais qui avait le pied sur le frein pendant toute la préparation du projet en disant non, alors on va pas le faire toute l'année, on va le faire 2 mois, et puis on va prendre vraiment les 2 mois les plus vite de l'année, juillet et août, et puis on va pas faire un arrondi à l'euro supérieur, on va faire 50 centimes supérieurs, et voilà. Et puis parce qu'on n'est pas sûr, est-ce que les clients vont... Bilan, entre juillet et août, il y a 1 million de clientes Sephora qui ont fait un don, c'est-à-dire la moitié des clientes de Sephora. Je dis clientes parce que eux-mêmes, mon profil, c'était quand même très largement des clientes. Qui ont arrondi leur ticket et qui ont choisi d'ajouter un microdon à leurs achats. Donc c'était un chiffre extraordinaire, ils se sont positionnés parmi les meilleurs enseignes. Je crois que ça donne une belle illustration de, en fait, quand on donne le bon outil au bon moment aux bonnes personnes, il se passe des choses, et il peut se passer des choses absolument massives. Donc moi ça m'inspire toujours sur la fameuse taxe sur les transactions financières, quand on peut prendre un petit bout de machin au milieu de tout ça, bon finalement c'est faisable. Exactement, on tend à l'illustrer. Exactement. Fanny voulait ajouter quelque chose. Oui, je voudrais totalement abonder dans le sens qui a été évoqué par tout le monde de cette table ronde et en particulier de Stéphanie sur le fait que on part de très loin, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un rejet par les marchés financiers de ces sujets. Moi-même, quand j'ai commencé à travailler sur le projet de fonds en 2007, j'utilisais parfois ce thème enfin, j'ai vraiment été prise pour quelqu'un qui devait avoir eu des graves problèmes professionnels, devait être anticapitaliste, utopiste, fumeuse de hashish et je ne sais pas quoi encore. Pourtant, vous veniez de quelque chose d'assez classique. Voilà, j'avais été banquière d'affaires chez Rothschild, j'avais été patron des opérations financières de Vintage, j'avais eu des responsabilités importantes dans le monde des fusions-acquisitions et de l'investissement en capital, a fortiori aux âges où je les ai eus, et a fortiori pour une femme, parce qu'on est quand même extrêmement peu nombreuses dans ces environnements. J'avais un parcours professionnel qui était assez lisible, mais ce positionnement était incompréhensible. Ça a changé. D'ailleurs, maintenant je reçois des prix, etc. C'est très agréable. Enfin, peu importe le cas, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution très rapide de marché financier qu'il y a 10 ans, quand je parlais de développement durable en 2007-2008, pourtant Alain Juppé avait déjà été ministre d'État en charge du développement durable, je voyais sur le visage des gens qui faisaient semblant de comprendre mais ne pouvaient pas dire qu'ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. En fait, aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est que le développement durable, et puis, grâce à un certain nombre d'éléments, ce sujet est devenu un sujet pris en compte et relativement partagé, en tout cas par un certain nombre de personnes, dans l'univers des marchés financiers. On voit un certain nombre d'investisseurs institutionnels de tous ordres, les caisses de retraite, les banques, les compagnies d'assurance et probablement GNMI qui est très très en pointe sur ces sujets, très engagé et qui a une action extrêmement intéressante, et d'ailleurs depuis longtemps. Donc le marché bouge réellement, mais qui est totalement incompatible avec les enjeux qui sont les nôtres. Et c'est déjà chouette que le marché bouge, parce que en tout cas, quand on a commencé sur nos sujets, tous, ça n'était pas le cas et on était vraiment pris pour des illuminés. Le marché bouge. Donc ça, je crois que c'est important de le comprendre et puis de faire chacun en sorte, à notre mesure, de l'accélérer encore. Et là, je pense qu'il y a un cycle vertueux du consommateur et du salarié vers l'entreprise et ensuite du dirigeant d'entreprise vers les marchés financiers. Je crois beaucoup depuis très longtemps que les marchés financiers comprendront beaucoup par les dirigeants d'entreprise l'importance des questions de responsabilité sociale et environnementale, que les dirigeants d'entreprise les comprendront avant les acteurs du marché financier. Et je voudrais attirer votre attention sur un point qui est assez délicat et qui est important. En France, il y a auprès de certaines personnes une certaine culture d'anticapitalisme, avec l'idée que les dirigeants d'entreprise, les porteurs de capital
sont dans une lutte des classes avec les ouvriers et Ils sont des vilains méchants de travail. Comment? Ils sont des vilains méchants. Des vilains méchants. Alors, c'est pas complètement faux. Il y a un conflit d'intérêts. Non, pardon, enfin, je vais aller jusqu'au bout du raisonnement. Il y a un conflit d'intérêts entre un détenteur de capital et les forces de travail. Voilà, étudié de longue date par les économistes, etc. Mais ne soyons pas dans ce simplisme que moi je trouve régressif. Posons-nous la question de savoir comment se crée l'emploi. L'emploi est créé par l'entreprise. L'entreprise a besoin d'exister et de prospérer pour créer l'emploi et la richesse. Et puis au-delà de ça, si l'on veut que nos sujets de finances positives sortent d'un microcosme où on se ferait plaisir et deviennent mainstream pour être à la hauteur des enjeux, il faut que les acteurs du monde financier y trouvent leur intérêt. Et les acteurs du monde financier, ils ne savent pas investir si leur risque n'est pas rémunéré à sa mesure. Et donc, n'ayons pas peur de dire, n'ayons pas peur, et là il y a opposition et des visions qui sont différentes, mais en tout cas moi je fais partie de ceux qui considèrent que si l'on veut que la finance soit à grande échelle au service d'une plus grande responsabilité sociale et environnementale, on ne peut pas considérer qu'on ne doit pas rémunérer le risque, donc rémunérer le capital, il faut le rémunérer à la mesure de ce risque. Et là-dessus, vraiment, on est un peu coupé en deux et encore dans un dogme entre ceux qui considèrent ça et qui sont vite taxés de libéralisme et de méchants comme les autres, et ceux qui pensent qu'il ne faut pas rémunérer le capital. Vous aurez compris de quel côté je suis, mais je pense que c'est un point très important, parce que sinon, et on aura l'économie sociale et solidaire en France, on aura des gens à l'échelle européenne, et c'est le cas d'ailleurs, qui financeront des activités à impact social, et on n'aura jamais un marché financier global allant dans le sens de la responsabilité sociale et environnementale. Ah, ça c'est un vaste. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont. Alors ça va sûrement réagir, mais je voudrais quand même aussi, parce que quand même passer la parole à Mathieu Dupuis, c'est très riche évidemment cette question. Vous allez prendre un micro, donc on est avec le label de musique indépendant associative Butterfly King. Ça fait du bien aussi de revenir un peu d'humain dans tout ça. Donc je vous en prie. Moi c'est un peu moins intellectuel tout ça. Oui, mais justement c'est parfait aussi. Okay. Alors déjà bonjour et merci de m'avoir invité pour intervenir lors de ce débat. Je tiens à dire que dans un premier temps je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Mathieu Dupuis, j'ai 23 ans, j'habite à Bordeaux, je suis artiste hip-hop d'origine franco-congolaise et en fait en juillet 2016 j'ai participé à la fabrique à Déclic qui est un événement sur 3 jours, qu'on va dire une sorte de convention pour jeunes motivés à trouver des solutions à des problèmes. Et il y a différents parcours et j'ai intégré le parcours entrepreneuriat social dans le cadre de la création de mon association qui s'appelle Butterfly King, qui aujourd'hui est créée. Alors, qu'est-ce que Butterfly King? On va expliquer ce que c'est que Butterfly King, mis à part que c'est un label associatif. J'ai décidé de vous présenter les 2 objectifs principaux de Butterfly King. Le premier, c'est de sensibiliser et d'informer sur un minerai essentiel à la construction de ce qui est électronique qui est méconnu, qui se nomme le coltan. En deuxième partie, c'est de la récolte de fonds pour des actions humanitaires dans les pays émergents. Alors, la solution qu'en tout cas Butterfly King a trouvée pour ces 2 objectifs, c'est la même, c'est la musique. J'aimerais savoir par un lever de main s'il y en a qui connaissent le coltan dans la salle dans un premier temps. Non mais là vous adressez un public d'avertissement. C'est pas mal. Coltan, on dit pas coltan, c'est vraiment coltan. Coltan, ça dépend. Je crois qu'il y en a dans nos téléphones. C'est ça. Voilà, téléphone portable. Lui, il y a à peu près, j'ai 50 à 45% de la salle pour lever la main. Alors le coltan, c'est un minerai qui est essentiel à la construction de tout ce qui est électronique. Téléphone portable, télévision, ordinateur, etc. 85% du coltan de la planète est au Congo. Alors, en soi, ça c'est pas un problème. Le problème, c'est que l'extraction de ce coltan se fait sous couvert d'un conflit armé qui dure depuis 16 ans et qui continue encore aujourd'hui, qui est le plus gros massacre du 21e siècle, étant donné qu'en 2014 a été recensé plus de 6 millions de morts et plus de 500 000 femmes violées, car là-bas c'était une arme de guerre. Et alors, donc, malheureusement, on parle très peu dans les médias. C'est pour ça que je suis là. C'est exactement pour ça que je suis là. Pourquoi vous avez un rôle à jouer aussi? Les médias, il ne faut pas les... Voilà. Tant mieux. Alors, du coup, justement, ce que je voulais dire, c'est que trop peu de gens ont cette information, et du coup, ne connaissent pas forcément les causes et les conséquences, au final, de ce qu'ils ont entre les mains.
Et donc du coup, moi je me suis dit qu'avec la musique c'est très simple parce que déjà c'est ce que je sais faire de mieux. Donc, tant qu'à faire quelque chose pour un problème qui est important pour moi, autant faire ce que je sais faire de mieux. Et donc je me suis dit mais c'est génial parce que c'est un outil qui traverse les communautés, qui est multigénérationnel et en plus du coup tous ceux qui me suivent et qui m'écoutent peuvent avoir le message. Bon, on dirait ce qu'on appelle un artiste engagé. Dans un premier temps. Pour le deuxième objectif qui est la récolte de fonds pour les actions humanitaires dans les pays émergents, je travaille depuis 2 ans maintenant avec une association qui s'appelle SOS Enfants, qui est basée à Paris, qui existe depuis 1982 et qui en 1987 a eu le prix Nobel des droits de l'homme, le prix des droits de l'homme international et a été reconnu d'utilité publique. Ils ont des actions de santé, de développement, de formation, d'insertion et de prévention dans 13 pays émergents, dont la plupart en Afrique, dont le Congo. Moi je me suis dit, encore une fois, qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Ce que je sais faire de mieux, la musique. Donc du coup, je vends la musique pour récolter des fonds, pour nourrir les actions humanitaires d'SOS Enfants. Tout ceci se passe sur le site internet de Butterfly King. Donc je pense qu'on rentre dans le cadre de l'économie positive, puisque vous dépensez de l'argent pour un service, mais cet argent sert concrètement à nourrir une noble cause, plusieurs nobles causes. Donc toutes les infos sont présentes sur le site de Butterfly King, sur les actions d'SOS Enfants et la musique Butterfly King, butterflyking.org. Et pour finir, je dirais que Butterfly King, c'est une philosophie de vie, une éthique artistique et commerciale. Rendez-vous sur butterflyking.org. Merci Mathieu Dupuis. Alors, un bel exemple d'impact positif tout en cherchant finalement une démarche aussi commerciale et puis la place de l'artiste. Enfin, finalement, on en revient toujours à une histoire d'humanité derrière tout ça. Peut-être qu'il y a des... Voilà, je ne vais pas vous faire uniquement, on va faire aussi vous faire réagir dans la salle parce qu'on interpelle aussi les dirigeants d'entreprise que vous êtes, les citoyens. Alors on va prendre un micro et je vais passer à la relève. Merci. Merci beaucoup. Alors il y en a une ici, une ici. Alors monsieur, c'est pas grave, on va pas vous oublier. Je vous en prie monsieur, présentez-vous, n'hésitez pas. Oui bonjour, André Coupet, j'ai travaillé beaucoup sur l'entreprise progressiste avec Fanny Picard au sein de l'entreprise et progrès. Je voulais aller dans votre sens sur la rémunération du risque qui demeure absolument impérative. Je suis allé rencontrer Patrick Artu, qui n'est pas un économiste altermondialiste, mais qui est bien pensant, le challengeant sur la nécessité du rendement des actions aujourd'hui, parce que Patrick Artu, comme beaucoup d'économistes, prévoit que nous avons une croissance 0 ou 1% pour les 10 prochaines années. On a une rémunération de l'épargne qui est de l'ordre de 1%, alors que les exigences du rendement en bourse sont de 12 à 13% sur les capitaux propres, sur le fameux return on equity, n'est-ce pas? C'est 12-13%. Donc on a un écart colossal, et j'ai demandé à Patrick Artu, ce serait quoi la légitime rémunération du capital? C'est de l'ordre de 5 à 6%, m'a répondu Patrick Artu, parce qu'il faut maintenir un écart par rapport à l'épargne, par rapport à l'inflation, parce qu'il y a le risque. Donc, ça va dans votre sens, madame. Alors si vous voulez réagir, n'hésitez pas, on va se partager le micro, vous pouvez passer le micro, c'est le monsieur qui va intervenir. Juste une toute petite réaction là-dessus, parce que c'est vrai que les particuliers qui financent des entreprises nouvelles ou des nouveaux projets auxquels ils n'avaient pas accès, c'est une nouvelle race d'investisseurs au fond, qui arrivent en capital, qui arrivent sur ces sujets, et on est sur des investisseurs qui ont une double motivation. Une motivation aspirationnelle, donc donner du sens, mais aussi une motivation financière. Je rejoins ce que Fanny disait, ce que vous dites, monsieur, sur le fait que les deux, de toute façon, sont liés. On ne peut pas avoir un retour sur investissement intellectuel ou d'impact s'il n'y a pas le retour sur investissement financier. Sauf que tout est une question d'équilibre et qu'il faut être mesuré et raisonnable dans la rémunération du capital qu'on peut attendre en tant qu'investisseur. Pourquoi? Parce que là aussi, ça nous pose la question de qui contribue à la création de valeur ajoutée et donc au droit sur la plus-value. Est-ce que ce sont seulement les actionnaires ou aussi ceux qui produisent la valeur ajoutée, donc les travailleurs? Et si on tire un tout petit peu plus loin le fil, ça pose quand même quelques questions à l'économie dite collaborative et du partage, qui a priori paraît positive, mais l'est-elle vraiment? À ce sujet. Monsieur Alizé. Oui, bonjour. Je vous ferai réagir après. Juste un rapide complément. Il me semble que la rémunération de l'investisseur ne doit pas être uniquement financière. Aujourd'hui, il y a des rémunérations de sens, de partage,
de pleine conscience, etc. Et si on ne va pas là-dessus, on aura toujours ce d'abord financier en premier. Et alors ça sera sûrement rentable, mais pas forcément durable. Voilà, vous, c'est durable en premier et rentable ensuite. Hein, allez-y, je vous en prie, Manu. Donc je suis Fabrice Caïd, je dirige une recyclerie créative atelier d'éco-solidaire. Moi je suis un tout petit et je me pose justement la question par rapport à ces grands enjeux. Il y a deux questions qui m'interpellent. Bon d'accord, en France le modèle je dirais d'entrepreneuriat est plutôt TPE, PME, et là on voit des niveaux d'investissement extrêmement hauts. Donc on peut se demander si on le ramène sur l'économie positive, quel est le seuil de démarrage et si du coup ça freine pas le démarrage en termes d'investissement. Et l'autre question que je me pose, parce que j'en entends pas parler sur les critères de sélection, c'est la redistribution des ressources, la redistribution des valeurs. Enfin, je pense qu'on est vraiment dans une logique aujourd'hui capitaliste où il y a une appropriation des valeurs par quelques-uns et que le plus gros problème qu'on voit, enfin, je veux dire, se pointer, et c'était encore vérifié hier, notamment dans l'économie numérique, c'est comment on redistribue des valeurs, notamment sur le travail, notamment sur les gens qui s'engagent. Et là, j'entends pas tellement ça. Et je pense que là, il y a une clé de révolution, je dirais, à atomiser en même temps que les problématiques environnementaux. Il y a deux questions intéressantes. Donc, oui, bravo. Ah oui, quand on est petit, finalement, aller chercher de l'argent, c'est toujours la même problématique. C'est complexe d'y répondre. Quand on est petit, pas rentable et qu'on n'arrive pas à servir une rémunération à des actionnaires qui attendent un retour sur investissement, on ne trouve pas d'argent. C'est pas compliqué, il faut le dire. En France, on a un vrai déficit du financement de projets de toute nature et alternatifs. Donc, voilà. Donc il ne faut pas en chercher, il faut compter que sur ses propres ressources pour se développer. Mais soyons réalistes, parce que sinon on perd un temps fou à chercher de l'argent et on ne s'occupe pas de ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire créer de l'impact positif. Pour créer de l'impact positif, il faut aussi créer de l'emploi et retrouver ce cercle vertueux. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que, quand vous disiez, on n'a pas parlé de la redistribution des valeurs, c'est justement la question qu'on pose dans la rémunération du capital. Aujourd'hui, ce qui est un peu bouleversé, malgré tout, c'est qu'on n'est plus dans la dichotomie aussi ancienne capital-travail, on n'est plus que là-dedans. Il n'y a pas que ça maintenant. Et il y a d'autres formes de détention du capital, c'est notamment dans l'économie collaborative. Qui sont les détenteurs du capital dans l'économie collaborative? C'est ceux qui bossent, c'est pas les capitalistes, et pourtant les capitalistes qui sont détenteurs du actionnaires et détenteurs du capital continuent à percevoir la rémunération de leur capital, alors que la valeur ajoutée est créée par des travailleurs sans travail. Une autre, oui, Fanny. Oui, il y a plein de mains qui se lèvent. Dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, c'est un peu une exception quand même. Il y a aujourd'hui beaucoup de fonds qui sont notamment financés par l'épargne salariale, puisque les entreprises sont maintenant obligées, dans le cadre de l'épargne salariale, de proposer des fonds ESS. Donc il y a quand même, par exception, un peu plus de fonds disponibles, mais c'est vrai que c'est par exception. Et en tout cas, si vous êtes une entreprise labellisée solidaire, alors vous avez accès à ces fonds théoriquement, et ils sont abondants. En tout cas, eux, ils ont de leur côté ce qu'ils nous disent, qu'ils ont du mal à trouver des projets dans lesquels investir. Et c'est tellement vrai que théoriquement, ils sont censés investir 10% quand vous investissez dans un fonds solidaire. En fait, il y a 10% seulement du l'encours du fonds qui a vocation à être investi dans des entreprises solidaires. Et aujourd'hui, les fonds solidaires n'ont à peu près que 5% de leurs encours qui sont investis en solidaire. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des projets d'entreprises solidaires dans lesquels investir. Donc, nous, on n'est pas un fonds solidaire. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, en tout cas, d'un point de vue macro, il y a des fonds disponibles dans cette thèse active. Voilà. Je trouve un peu injuste de dire qu'on n'a pas parlé de questions environnementales et sociales, alors peut-être qu'on en a parlé de façon trop... De redistribution des valeurs, c'est différent. Ouais. Voilà. C'est la même idée fondamentalement, en fait. C'est comment est-ce qu'on tient compte, c'est tout ce dont on parle au début, c'est effectivement juste à quel niveau il est légitime de rémunérer le capital, et c'est une vraie question théorique, complexe, technique, je ne sais pas si c'est le bon lieu pour en parler. Parce qu'on raisonne beaucoup en historique, c'est-à-dire que ces 5-6%, c'est ce qu'on appelle la prime de risque action, qu'on constate historiquement un différentiel entre un taux sans risque et des paniers d'actions représentatifs, qui sont sur des grandes entreprises. Et donc peut-être qu'il faudrait engager une réflexion sur ce sujet, mais en fait, la réflexion qu'on a quand même tous, c'est comment est-ce qu'on intègre les intérêts sociaux et environnementaux dans notre pratique
Alors c'est pas nécessairement passé sous forme financière, y compris par exemple nous dans les critères de notre business plan extra-financier, il y a partager la création de valeur avec les salariés. Et ça peut être fait au niveau du profit de l'entreprise et ou au niveau du capital de l'entreprise. Et nous on promeut beaucoup ça. On promeut beaucoup le fait d'avoir des actions qui permettent de mieux respecter l'environnement. C'est pas toujours financier, c'est pas toujours un investissement, mais ça peut l'être. Et puis on promet aussi, lorsque c'est possible, d'avoir des actions positives par exemple, de compensation carbone. On a plusieurs entreprises dans notre portefeuille qui plantent des arbres, font de la compensation carbone, et nous-mêmes, à l'échelle de nos sociétés de gestion, nous le faisons. Mathieu Jupret voulait réagir avant qu'on prenne d'autres questions. Je rebondis rapidement pour laisser la place aux autres questions. Je confirme complètement ce que dit Fanny. C'est vrai que dans l'ESS, il y a des financements. On a eu la chance d'en bénéficier chez Microdon. Et je pense qu'il y a de la place pour des beaux projets. Et pour y avoir accès, je vous invite, si peut-être vous l'avez vu déjà fait, à vous intéresser à l'agrément ESUS, qui permet aujourd'hui de vous situer dans l'économie sociale et solidaire en tant qu'entreprise solidaire d'utilité sociale. Et ça va un petit peu dans le sens de ce que vous disiez par ailleurs sur la redistribution, puisqu'il y a, parmi les piliers de l'agrément ESUS, il y a l'encadrement de la lucrativité à différents niveaux. Il y a celui des salaires, pour essayer d'éviter les salaires, des écarts entre le petit et le plus grand salaire qui soient complètement délirants. Et nous, chez Microdon, on est même allé un petit peu plus loin, puisqu'on a réussi, j'allais dire imposer, mais c'est pas le mot, parce qu'en réalité ça se fait en concertation, on a réussi à se mettre d'accord avec nos investisseurs, qui sont des institutionnels, sur des règles d'encadrement des plus-values encadrement des actions Microdon, qui font que plus la plus-value est importante, et plus l'investisseur devra verser une partie de cette plus-value à nos associations bénéficiaires. Donc c'est des règles que ces investisseurs-là sont prêts à entendre aujourd'hui. Et c'est sans doute pas le cas partout, mais en tout cas, ces investisseurs-là sont assez bienveillants sur ce genre de sujet. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, Rémi Donnersman. J'ai vendu mon entreprise l'année dernière pour investir dans le développement de l'économie positive. J'ai créé un fonds d'investissement, alors c'est pas un fonds d'investissement, une société d'investissement pour être techniquement précis, et une fondation qui s'appelle la Fondation Ecos. Et je voulais juste dire, il y a un point qui n'a pas été abordé, semble-t-il là, et qui est intéressant d'aborder. C'est une étude qui a été faite par la Banque de France et CJD à Nantes, qui démontre que les entreprises qui s'engagent à faire la performance globale, c'est-à-dire à avoir une performance économique, mais aussi sociale, sociétale et environnementale, sont 13% plus rentables et plus pérennes que la moyenne des entreprises sur le même territoire et à la même équivalente. Je le confirme parce que je me suis notamment entretenu avec une personne qui parlait d'un chiffre de 12%, enfin 12-13, on en est dans stratégie. Voilà, et je pense que France ça, Stratégie, exactement. Je pense que ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Je pense que ça, c'est une vraie bonne nouvelle, notamment pour les marchés financiers, qui vont pouvoir à un moment le voir, le comprendre, s'il y a assez de monde qui se met à aller dans cette direction-là. Moi, c'est pour ça que je me suis lancé sur ce secteur-là, pour porter cette nouvelle-là, mais aussi pour profiter de cette dynamique-là. Et voilà, je voulais juste préciser ce point-là, c'est-à-dire que c'est compliqué aujourd'hui de leur faire comprendre et de leur faire entendre spontanément, mais ils y viennent. J'ai été, moi, financé dans la nouvelle société par des entreprises et par des banques, notamment, qui y croient et qui se basent sur cette chose-là. Generali, il croit aussi beaucoup, alors je parle de Generali ici au Parlement européen d'avenir, donc je parle qu'il y a des gens qui savent de quoi je parle. Et donc voilà, je voulais juste rajouter cette bonne nouvelle-là, en disant que c'est un point fondamental, à mon avis, pour réussir à éradiquer les mouvements qui nous entraînent vers le réchauffement climatique, vers des problématiques sociales, vers des problématiques de manque de redistribution. C'est important à dire. On parle de désinvestissement de plus en plus, donc il faudrait maintenant que ça aille vers des investissements, vers une autre économie. Pendant notre levée, et compte tenu de ce que nous disait les investisseurs, je ne vais pas le reprendre, je le disais tout à l'heure, on a beaucoup cherché ces références, on a eu beaucoup de mal à les trouver, et notamment les investisseurs vous objectaient que les fonds dits ISR ne permettaient pas de démontrer ce que vous venez de dire, à savoir que les entreprises caractérisées comme étant peu responsables sont aussi plus rentables. Pour moi, était totalement contre-intuitif et j'ai voulu comprendre pourquoi. Je crois que j'ai fini par comprendre pourquoi, pour des raisons de construction, parce qu'une très large majorité des fonds dits ISR, qui sont donc des SICAV actions côté en bourse, sont construits pour répliquer un indice, ça s'appelle benchmarker dans le langage financier, et donc à l'arrivée, quelques années plus tard, effectivement, ils répliquent l'indice. Donc ils ne permettent ni de démontrer que ces entreprises responsables sont plus rentables, ni de démontrer qu'elles sont moins risquées. J'ai trouvé ce qu'on appelle aussi dans notre vocabulaire un proxy, c'est une manière d'approcher cette idée, qui
sont les entreprises familiales. C'est très intéressant de constater que ces entreprises qui sont souvent plus responsables parce qu'elles sont inscrites dans la durée, donc elles sont plus responsables vis-à-vis de leur territoire d'implantation, elles sont très responsables vis-à-vis de leurs salariés, et elles ont une approche différente de la vie des affaires souvent. Et bien ce que l'on constate, et quels que soient les brokers, les analystes qui procèdent aux échantillons, c'est qu'elles sont dans la durée à la fois plus rentables et moins risquées que les entreprises classiques, ce qui contredit la théorie financière, parce que théoriquement il y a une corrélation entre le risque et le rendement. Et bien ces entreprises familiales, elles surperforment leurs indices de référence sur la même période, d'une part, et d'autre part, quand les marchés s'effondrent, elles sont plus résilientes. Donc ça va tout à fait dans votre sens. Et ça n'est pas encore entreprises familiales. partagé. Créons des entreprises familiales. Voilà. Lui a dit de Oui, non, moi je souscris à ce que vient de dire monsieur, en ce sens que, par expérience, quand on fait par exemple son bilan carbone, on traite de données, on a une vision, un angle de vision sur l'organisation qui est totalement différent qu'au travers du compte d'exploitation, c'est évident. Pareil, si on fait sur l'eau, si on a des activités qui ont des impacts sur l'eau, la biodiversité, et notamment le social. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui apparaissent quand on travaille de cette façon. Il y a des réponses aux questions qu'on se posait depuis longtemps. Il y a de l'innovation, il y a de l'enthousiasme, il y a quelque chose. Et ça se justifie. Pour l'avoir pratiqué, je peux vous dire que réellement, il se passe quelque chose. C'est alchimique, mais c'est réel. Une question là, monsieur Alizé. Oui, Thomas Perron, de la coopérative Poche-Teco du Pays Basque. Bonjour à tous. Après, rebondir sur un point que vous avez donné tout à l'heure, qui va faire le lien avec ma question, concernant le carbone et le traitement. Donc aujourd'hui, on se rend compte que des actions individuelles comme la taxe carbone, qui va, je l'espère, voir le jour, selon certains, donc carbone 4, seront inutiles si la réglementation ne va pas plus loin. Aujourd'hui, vous êtes quatre acteurs qui ont des styles et des approches différentes. Quel est le ciment de la filière? Comment aujourd'hui, et plutôt demain, pour les élections qui s'en viennent, et plus tard, allez-vous peser ensemble, plutôt que dans un Parlement comme aujourd'hui, où toute la salle est plutôt derrière vous et vous accompagne, mais comment allez-vous créer on va dire, du lien entre des fondations d'entreprises qui parfois sont jugées opportunistes sur ce marché, qui ont des fondations pour faire des choses, mais qui apparaissent aussi un peu comme des actifs marketeurs de l'économie solidaire, là où on pourra les opposer à des acteurs plus anciens. Donc quelle est votre vision là-dessus et comment aujourd'hui on peut, autour de l'ESS, se dire oui, on est tous dans un vrai Parlement et on pourra peser sur le Parlement avec, c'est pas quand même méchante finance qui n'est pas si méchante, mais avec peut-être des propositions beaucoup plus positives et beaucoup plus actives pour le milieu politique notamment. Alors Stéphanie veut réagir à cette question qui est... Nous, on a, au sein de la finance participative, l'intérêt de notre métier, c'est que c'est une industrie jeune et récente, dont la réglementation et la construction est en cours, et que par ailleurs, on a une image très sexy, donc que ce soit de droite ou de gauche, tout le monde aime la finance participative, donc il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de convaincre. On n'est pas les méchants capitalistes, on n'est pas les bisounours de l'ESS. Donc ça nous donne une espèce d'ouverture, enfin ça nous permet d'ouvrir les portes de façon assez simple et on ne s'en prive pas. Donc on a des actions très concrètes vis-à-vis des candidats et des parlementaires pour faire bouger la réglementation sur la finance participative pour qu'elle soit plus ouverte, plus répandue, mais en même temps aussi plus régulée pour que les intérêts des particuliers soient quand même protégés et qu'il n'y ait pas tout et n'importe quoi. Donc on a des actions très fortes au sein de notre association. Et puis on a également au sein de l'association et les plateformes elles-mêmes ont aussi des actions sont très offensives vis-à-vis des autres acteurs plus traditionnels pour essayer de nouer des partenariats dans tous les sens avec des fondations, avec des fonds d'investissement, avec des banques, avec des assurances, avec tous les acteurs, avec des gens de l'économie sociale et solidaire, donc avec tous les acteurs qui peuvent œuvrer ensemble pour une extension du domaine de la lutte. Mais encore faut-il que ces gens-là soient ouverts à nous écouter. Mais aujourd'hui, justement, sur parler du durable, quand on voit la finance qui fait du fast trading, qui va pouvoir changer en quelques secondes des millions d'euros sur quelques pourcentages. Non, mais c'est important parce que si on va sur des thèmes justement, je vais mettre le durable en premier, vous pourriez avoir une action politique pour dire
voilà, nous on porte ça, mais on le porte vraiment très largement. C'est-à-dire que c'est pour nous évidemment, parce qu'on est finance participative et durable, mais on aimerait aussi que vous ayez des actions, on peut avoir des actions aussi peut-être de faire passer un message un peu plus en profondeur pour dire commencer à changer aussi ce qui est juste à côté, qui ne permet pas d'aller finalement dans la philosophie et des valeurs qui devraient être portées par les politiques en premier pour qu'ils puissent les mettre en action derrière. Donc il faudrait créer un gros mouvement de toutes ces entreprises qui peut-être pourraient aller convaincre certains de bouger les lignes. Il faut inventer ça, pourquoi pas, ça peut être une solution. C'est un peu évidemment le cœur du problème, c'est-à-dire que comment, par la puissance publique, pourrait relayer un peu nos idées et accélérer. Bon, franchement, je suis assez pessimiste aujourd'hui sur la capacité des pouvoirs publics, tout ce qui se passe, à prendre nos idées, les mettre en avant et se désolidariser des lobbies qui sont accrochés, c'est évident. Mais il n'en reste pas moins que si la solution à court terme n'est pas politique, elle peut être par les acteurs économiques et par les citoyens. Et je pense qu'à partir du moment où on peut donner un prix, bon, on parle du prix du carbone, on voit le mal qu'on a, donner un prix du carbone. Si on donnait un prix au carbone, et évidemment ceux qui produiraient et qui séquestreraient le carbone seraient récompensés. Aujourd'hui, la prime est à ceux qui dégradent l'écosystème. Tant qu'on n'aura pas un système politique et économique qui récompense ceux qui vont au sens de la réparation, de la régénération, et qui arrêtent de nuire, évidemment, on n'y arrivera pas. Mais là, c'est une fiscalité, finalement, c'est une fiscalité sur les externalités positives. Et comme je vous l'ai dit, je suis assez pessimiste, je ne crois pas beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'action des acteurs économiques, les entreprises, les collectivités locales, les associations et les citoyens. Et aujourd'hui, on considère, il y a quelqu'un qui travaillait avec Jacques Delors, une communauté, qui, il y a 20 ans, avait travaillé sur le plan d'action Jacques Delors, ce qui a été mis sous le tapis à Lisbonne, etc. Et lui, sa théorie, c'est qu'il y a à peu près, dans le pays développé, 20-25% des gens qui ont pris conscience. Et dans ceux-là, dans ces 20-25%, il y en a qui voudraient faire quelque chose. Alors, soit par des actions sociétales, soit par des actions économiques, créer des entreprises. Et ces gens-là, il faut absolument lever leurs freins. Et ces freins ne sont pas forcément financiers, ils sont bien sûr financiers. Mais souvent, ce frein, c'est un frein de réseau, c'est un frein de connaissance, c'est un frein de déblocage psychologique et autres, et des freins financiers, bien évidemment, et à ce moment-là, on a des outils. Donc je crois qu'il faut voir les choses par le bas et pas par le haut, parce que là, on voit les années qui se sont passées, et vu l'urgence, si on attend des politiques qui nous sortent de l'urgence, il y a eu, c'est évident. Allez, on va faire le mot de la fin pour Fanny, parce que le temps passe vite et il va falloir faire une pause aussi pour continuer les échanges sur ce Parlement des entrepreneurs. Mais je suis sûre que certains viendront vous voir. Allez-y, Fanny. Oui, merci, très bien. Je crois que c'est une question vraiment très importante. Je crois aussi vraiment beaucoup ce que vous venez de dire, William, de savoir que c'est par notre action individuelle et le fait de se manifester qu'on va faire bouger les lignes. C'est quand même sidérant de voir qu'aucun des candidats à l'élection présidentielle aujourd'hui, à part les écologistes, encore insistant avec assez peu, de se prononcer sur ces sujets. Et peut-être que s'ils avaient le sentiment, enfin moi je suis convaincue que s'ils avaient le sentiment que c'est un sujet qui tient à cœur des électeurs, eh bien ils se manifesteraient plus. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'il faut trouver des solutions. Et c'est très difficile parce que ce sont des sujets qui sont évidemment mondiaux. Ça ne sert à rien de s'appliquer une taxe carbone tout seul. Et du coup, que nos produits soient moins compétitifs que les autres. Et enfin voilà, on ne changera pas le climat et entre-temps, on aura miné la France. Donc il faut des solutions mondiales face à des pays, les États-Unis et la Chine notamment, qui ne veulent pas agir ou pas suffisamment vite. Alors la Chine commence à bouger, mais on connaît tous ce sujet. Il y a un gros problème d'échelle, mais il y a des solutions techniques qui émergent et qui sont hyper intéressantes. Par exemple, la Fédération française des banques propose aujourd'hui de trouver une solution de coût, alors on est dans des sujets techniques, mais de faire en sorte, de coût d'effondrement, alors comment dire ça, de faire en sorte que pour une banque, elle ait plus le droit, on va dire, je suis désolée, elle ait plus le droit de financer, parce qu'aujourd'hui, les activités des banques de prêt, d'investissement sont réglementées et elles ont le droit de le faire seulement jusqu'à un certain point, je comprends les détails. Il faudrait qu'elles aient plus le droit de financer des projets vertueux, notamment au regard de la transition énergétique, mais aussi éventuellement d'impacts sociaux. Et ça, c'est porté par la FFP aujourd'hui, c'est très intéressant. Peut-être que c'est possible. Il faut leur donner le droit de financer ces projets vertueux. Voilà, il faut leur donner le droit de financer des projets vertueux et il faut peut-être, du point de vue fiscal, défiscaliser des dépenses vertueuses. Enfin voilà, il y a des solutions, qui s'inscrivent
dans un contexte international qu'il faut encore faire bouger par la force des opinions. Voilà, vous l'avez tous prouvé qu'il y a des solutions, il y a des solutions pour financer cette économie positive, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont vers cette économie positive et vous êtes on va dire le symbole de ce mouvement qui existe. Donc les entrepreneurs, les citoyens ont aussi beaucoup à faire bouger les lignes pour faire bouger la finance. Parce que ça aussi, c'est vraiment là que ça doit aller. Merci à tous les quatre d'être intervenus. Merci aussi à nos trois pitchers. Très très bonne continuité de journée, si je puis dire, ici à ce Parlement des entrepreneurs. Merci.